Zineb, on est déjà bien dans le vif du sujet. On a entendu beaucoup parler de laïcité, de définition. Nadia, vous qui êtes une théoricienne de la laïcité, s'il en est, est-ce que votre vision de la laïcité rejoint celle de Zineb? Alors, je n'aime pas acheter un chat dans un sac, mais a priori j'ai envie de dire oui. Tout ce que je connais de Zineb me donne en tout cas l'impression qu'on est vraiment sur la même ligne. Alors, j'ai pas envie de répondre à la question, j'ai envie de la saisir plutôt comme une perche qui m'est tendue pour prendre la parole pendant 5 minutes et dire ce que je veux. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, même si c'est évidemment très difficile de prendre la parole après Zineb. Je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous parler de ce que fut pour moi peut-être le tournant de l'affaire du drame Charlie Hebdo, puisque évidemment c'est quelque chose qui certainement moins dînait, mais tout de même nous a touché les militants laïcs ici de façon extrêmement douloureuse. Je ne pensais pas avoir un jour à craindre pour la vie de qui que ce soit, des personnes qui me sont chères ou de qui que ce soit qui défendent des idées. Et donc ça, je pense que ça a vraiment été un basculement dans mon existence. Ça a donné lieu d'ailleurs à un livre que j'ai écrit avec Sam Kidani ici présent, où on a vraiment essayé de faire œuvre de pédagogie, de dire voilà, je pense, donc je dis, point d'interrogation, faut-il dire tout ce qu'on pense, faut-il peut-être d'abord penser ce qu'on dit, mais en tout cas, comment faire pour s'outiller de manière efficace par rapport à tous ces gens qui prétendent nous faire taire au nom du fait que ce qu'on dit est choquant pour eux. Et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment le fondement d'un énorme malentendu. C'est-à-dire cette espèce de droit que beaucoup aujourd'hui s'octroient de faire taire l'autre sous prétexte que ce qui a été dit les a meurtris, les a blessés, les a choqués, non pas dans leur corps, non pas dans leur intégrité physique, mais simplement dans leurs convictions. Alors, à part ça, je suis évidemment aussi, j'ai envie de dire malheureusement tenue pour mes prises de position sur le voile. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie de repartir de ça, parce que j'ai vécu la semaine dernière une expérience tout à fait interpellante et qui, je crois, nous maintient dans le cœur de ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est que j'ai découvert sur les réseaux sociaux ceci. Je ne sais pas si vous voyez convenablement. C'est une affiche éditée par le Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles qui dit donc devient député, évidemment, vive l'écriture inclusive, ou journaliste pendant 5 jours de débat passionné et ouvert à tous. Sponsorisé par l'Université de Mons, l'Université de Liège, l'ULB, la Fédération Wallonie-Bruxelles, évidemment, j'en passe et des meilleurs. Et tout le monde voit, je peux faire tourner effectivement, en premier plan, à l'avant-plan, la seule personne, je dirais, nette sur l'image, c'est une fille voilée, bien voilée, je dirais un voile qui pour moi est un voile clairement islamiste, c'est pas un voile fleuri, gentil, sympa, mignon, non, c'est vraiment le voile mode iranienne, serré, sombre, triste, contraignant, enfermant. Et c'est ce qu'aujourd'hui on veut nous faire passer pour l'icône de la diversité. Alors, entre le voile et moi, c'est une histoire de sparadrap. En fait, voilà, j'ai un jour glissé sur un sparadrap, j'ai écrit un bouquin sur le voile, même deux, je dois bien l'avouer, à l'école, à l'épreuve du voile, et puis fichu voile. Et puis depuis, j'ai cette espèce de sparadrap dont j'essaie de me dégager, et il n'y a rien à faire, il continue à me coller au bout des doigts. Et j'ai vraiment essayé, je vous jure, de m'occuper d'autre chose. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, bon ben voilà, il n'y a pas que le voile, je ne dois pas devenir Madame Voile, ça ne doit pas devenir une obsession chez moi. Et le voile dans mon histoire a été le point de départ d'une réflexion sur des sujets qui me semblaient tout de même un peu plus intéressants, un peu plus aboutis, c'est-à-dire la question de la laïcité, la question du féminisme, la question de la gestion de la diversité conditionnelle, la question de la tolérance, etc. Et donc j'ai beaucoup produit, il va ironiser tout à l'heure sur mes facultés de production scripturale, je ne sais pas si elle est de qualité, mais en tout cas en quantité, là je pense que j'assume. Et donc j'écris beaucoup sur d'autres choses. Et puis je tombe là-dessus, il y a une semaine, et je fais un petit commentaire, je dis, ben voilà, moi ça me choque. Moi, ça me pose problème, parce que je pense, je vous expliquerai dans un instant pourquoi, mais l'essentiel de ma réflexion maintenant, c'est de vous dire, voilà,
J'ai simplement dit, moi, ça me pose problème. Et aussitôt, je me suis fait lyncher. Comme je ne me souvenais pas, en fait. Mais en fait, ça a été mon quotidien pendant des années, quand c'était mon combat principal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer la charge de haine, d'agressivité, d'hostilité, d'intolérance, de violence, de la part de beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des islamistes, qui sont plutôt ceux que Zineb vient de décrire tout à l'heure, ce que moi j'appelle souvent des idiolétés, des inclusifs, comme tu disais si bien, donc des gens qui voudraient tellement bien qu'on soit tous heureux ensemble et qu'on s'aime, mais pour qui je suis en fait la vilaine méchante pas belle qui ne veut pas qu'on soit bien ensemble et qu'on s'aime. Et donc le débat est biaisé. Alors, dans un premier temps, moi je me suis dit, bon, ça va visiblement, moi je me souviens bien de ce que ça a pu être pendant des années, je ne vais pas renchérir là-dessus, je laisse tomber. Et puis hier ou avant-hier, je dis non, je vais quand même relayer ce machin sur mon mur parce que ça ne va pas, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut avoir le courage de dire, il y a quelque chose qui profondément ne va pas. J'espère que ça fera bouger les choses, mais ce que ça me permet en tout cas de proposer aujourd'hui comme analyse, c'est que ce qui m'effare aujourd'hui, c'est cette banalisation. Ce que je veux dire par la banalisation, c'est le fait qu'on nous présente aujourd'hui une jeune élève bien voilée comme étant finalement la norme dans une société qui se veut inter- ou multiculturelle. Je ne suis pas sûre que la Belgique ait jamais vraiment tranché, mais enfin en tout cas on navigue quelque part entre ces deux idéaux-là. Comme si finalement la fille voilée c'était devenu l'icône même de la diversité. Et ce faisant, en fait, on foule au pied toute une série de choses. Et ça va beaucoup plus loin qu'un bout de tissu. On foule au pied d'abord la décision de 95% des établissements scolaires qui ont décidé, tout réseau confondu, suite à leur réalité de terrain, qu'il était préférable d'interdire les signes de religion dans les écoles. Donc vous avez une situation où non seulement les ministres dits compétents n'ont jamais osé prendre une position de principe sur les signes religieux. On a toujours dit aux écoles, débrouillez-vous en fonction de vos réalités scolaires. Les écoles, courageusement, répondent en fonction de la réalité scolaire et disent, quasi unanimement, il vaut mieux pas. Ça exacerbe les tensions, ça enferme les jeunes filles dans des choses qu'elles n'ont pas nécessairement choisies, ça véhicule du sexisme, etc., etc. On interdit. Et puis, on a un parlement, une institution publique, qui vous véhicule une fille voilée comme étant la norme. Donc ça veut dire que non seulement c'est normal qu'il y ait des filles voilées dans les écoles, mais qu'en plus c'est normal qu'elles entrent voilées au Parlement. Alors ça ne devrait pas nous étonner puisque c'est normal. En Belgique c'est normal, je vous rappelle que nous avons Maïli Rozdemir, tout le monde s'est réjoui en son temps que nous ayons la première parlementaire voilée, ce qui était un véritable camouflet pour tous les hommes et les femmes d'origine arabo-musulmane, de confession musulmane éventuellement, on s'en fout, qui avaient déjà réussi à faire un parcours politique tout à fait exceptionnel, sans pour autant arborer le signe de leur conviction. Donc tout d'un coup, on a cette nana qui a comme seul mérite d'avoir le signe extérieur de sa religiosité sur le visage, enfin presque sur le visage, qui devient une espèce d'héroïne des temps modernes. Et moi je me dis, mais où on va? Où on va dans la confusion? Alors, la confusion, elle est aussi à un autre niveau, elle est aussi dans le fait que, dans les échanges un peu virulents que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, ce qui m'est sans cesse renvoyé, c'est le fait que je suis intolérante. Je crois que c'est ma réputation de vie et torpille, je suis intolérante, je ne veux pas vivre ensemble, je n'aime pas la diversité, je serais probablement d'ailleurs un petit peu d'extrême droite, voire crypto-fasciste. Comme si, au fond, le corps de mon discours visait à l'exclusion d'une personne. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, c'est la confusion la plus dramatique qui soit, c'est la confusion entre la critique d'une idée, d'une idéologie, et la critique d'un individu. Pour moi, il n'y a pas de problème, à la limite, à ce qu'une élève voilée rentre au Parlement. Ce que je voudrais simplement, c'est que le Parlement, lui, ne présente pas comme le modèle des jeunes qui cherchent à rameuter dans son enceinte politique une fille voilée. C'est tout différent. Je veux dire, bien sûr que si une fille voilée peut porter le voile dans son école et qu'on organise une visite au Parlement, elle pourra y entrer avec son voile. Évidemment, de quel droit est-ce que j'irai moi dire non, non, pas question, vous n'entrez pas. Mais une chose tout autre est, à un moment donné, de déterminer que ce modèle-là de la soi-disant diversité, c'est finalement le nec plus ultra, et que lorsqu'on dit ce serait peut-être une bonne chose qu'on communique autrement,
sur cette question donc, de l'ouverture des jeunes au Parlement jeunesse, on se fasse taxer finalement d'exclusive, de discriminante, etc., etc. Donc on est vraiment, je pense, dans une atmosphère de confusionnisme qui est totalement délétère et qui rend en fait la communication extrêmement compliquée. J'ai l'impression, et ça c'est peut-être un petit peu un constat un peu désabusé de ma part après quand même quelques années de militance, que j'ai vraiment énormément de mal à faire comprendre ce que je veux dire. J'ai pas l'impression pourtant que ce que je dis soit tellement compliqué à faire comprendre. Parce que tout de même, quand je publie cette affiche-là sur les réseaux sociaux, j'ai évidemment les réactions de ceux qui me traitent de tous les noms, mais j'ai aussi ceux qui me disent des trucs du style « ça fait vomir ». Ce que je trouve pas tellement mieux. Ça me donne envie de vomir. Bah non, comment est-ce qu'un être humain peut vous donner envie de vomir? Donc on est très vite coincé, je dirais, entre deux extrêmes. Et je pense que vraiment, la métaphore qui me vient toujours à l'esprit, c'est celle de la ligne de crête. C'est vraiment essayer de tenir cette espèce de juste milieu entre un discours qui sera un discours de, je veux dire, bisounours, tolérant, dégoulinant, qui confond le fait d'accepter, de respecter les gens et le fait de respecter les idées, c'est tout à fait différent. Et d'autre part, le fait d'exclure les gens parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent et qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc pour moi, il y a vraiment un juste milieu à tenir, mais qui est extrêmement compliqué à tenir. Et je pense que c'est évidemment pour ça que mon combat premier, et je pense que ça restera toujours mon combat primordial, c'est un combat pour la laïcité, parce que je pense que la laïcité, c'est justement ce qui nous offre l'outil le plus pertinent et le plus efficace pour faire cette distinction. Pour dire voilà, ce dont il s'agit, ce n'est pas de juger des individus, c'est simplement de garantir des sphères de neutralité, des sphères d'impartialité, des sphères dans lesquelles finalement le religieux n'a pas tous les droits. Et ça, je crois que c'est capital, parce que le religieux, je pense, a une tendance naturelle à être englobant. C'est normal. On ne peut pas le lui reprocher. Je veux dire, quand vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe là-haut et qu'il a une idée très claire de la manière dont vous devez vivre ici-bas pour gagner votre paradis dans l'au-delà, ben forcément, ce religieux édicte une quantité de règles qui ne sont pas simplement des règles concernant l'au-delà. Forcément, ça concerne ici-bas, puisque c'est ici-bas qu'on gère, qu'on aménage les conditions de notre accès à l'au-delà. Donc, le religieux, je crois que si on ne le circonscrit pas, j'ai très envie de faire un beau lapsus exprès, si on ne le circonscrit pas, il est en quelque part totalitaire. Et donc, il faut, je pense, qu'on ait affaire à des institutions publiques qui soient capables de dire stop. Stop, pas à des gens. C'est pas les croyants qui sont nos ennemis. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas la foi qui est mon adversaire. C'est ce qu'elle représente. C'est le pouvoir politique qui la manipule. C'est le pouvoir politique qui, par son intermédiaire, tente de s'immiscer dans des endroits dans lesquels il ne devrait pas avoir sa place. Et nous devrions, je crois, être extrêmement clairs sur cette ligne de partage entre ce qui est du domaine du politique et ce qui est du religieux. Mais à force de plaider pour la tolérance, pour l'inclusion, pour la diversité, pour le respect de la personne telle qu'elle est, porteuse de toutes ces différences, et comme par hasard, quand on dit toutes ces différences, on pense toujours à une seule, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand on parle de diversité, et même quand on parle de diversité conditionnelle, en fait, on parle de religion. C'est devenu la différence avec un grand D. C'est en fait la seule qu'on ne puisse pas, à un moment donné, interroger, questionner, remettre à sa place. Je dis, oui, c'est intéressant, tu as cette différence-là, mais moi j'en ai une autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça pour vivre ensemble? Ça, pour moi, c'est la question à laquelle répond la laïcité. Mais je rappelle qu'en Belgique, on n'est tout de même toujours pas dans un état laïque. Donc on est toujours occupé à bricoler, on est toujours occupé à hésiter entre. Parce que le modèle français nous paraît malheureusement, je crois, souvent singulièrement intolérant, trop dur, trop radical. On n'est pas comme ça. Nous, on a un peu plus de compromis, on aime bien trouver le juste milieu, chacun va faire un pas avec l'autre, etc. Mais non. À un moment donné, je pense qu'il est important d'avoir une ligne claire, de la défendre, et peut-être aussi d'oser, je dirais, apparaître pour l'empêcheur de tourner en rond, pour celui qui n'est pas suffisamment consensuel, parce que je pense qu'on a besoin aussi parfois de radicalité. Voilà, je vous remercie.